On reprend avec l'audition de Monsieur Proglio, qui était président d'EDF de 2009 à 2014. Devant cette commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. À la tête d'EDF, formidable entreprise, dont je rappelle qu'à l'époque elle était au CAC 40, une des grandes valeurs françaises du CAC 40, qu'elle était accessoirement l'entreprise préférée des Français, et qu'elle était dans le monde entier connue pour sa pertinence et son efficacité. C'est une entreprise de service public. Elle était identifiée comme telle partout dans le monde. C'était le premier opérateur européen, probablement mondial si on accepte la Chine. À peu près 80 milliards, 97 milliards de chiffre d'affaires et dont les caractéristiques financières, on pourra les rappeler tout à l'heure, étaient très satisfaisantes. Elle a été le résultat d'une formidable aventure, mais surtout d'une vision et d'une volonté. Ce gouvernement-là a pris conscience du fait que la France n'avait pas beaucoup de matières premières, avait peu de gaz, pratiquement pas, peu de charbon par rapport à ses voisins, et que par conséquent, elle était totalement dépendante de ses importations en matière d'électricité, en matière d'énergie en général, d'électricité en particulier. Le gouvernement de l'époque s'est lancé 3 défis majeurs. Le défi de l'indépendance énergétique, le défi de la compétitivité du territoire, et parce qu'à l'époque, le gouvernement était une alliance entre les gaullistes et les communistes, le défi du service public de l'électricité. Pour concevoir un service public accessible à tous, et que tous les Français, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit le lieu de résidence sur le territoire, en France métropolitaine ou outre-mer, avaient droit à l'électricité de la même qualité, au même prix. Il était entrepris, adossé à un choix technologique clair, l'hydraulique et le nucléaire. Au début du XXIe siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, 2,5 fois moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 4 paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Moi, je vois 2 acteurs principaux. L'Europe et le gouvernement français. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'en utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. L'Allemagne, disons-le franchement, depuis la création de la Bundesrepublik, choisit l'industrie comme axe majeur de son économie pour son développement. Et ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energiewende, la transition allemande. Ils ont inventé le mot avant nous, qui s'est transformée en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Pour couronner le tout, il fallait évidemment séparer les réseaux de distribution et de transport du reste, c'est-à-dire que EDF aujourd'hui est une espèce d'Autriche-Hongrie rabougrie, si vous voulez. Il y a eu un empire et puis il y a une société qui est un producteur d'énergie électrique, qui n'a plus accès à ses clients, dont son optimisation dépend d'une société RTE qui est en lévitation, avec laquelle elle n'a plus de rapport possible, puisqu'il est interdit de s'en occuper. Tout ça va dans le sens de la désoptimisation totale du système auquel nous avons droit aujourd'hui. Le deuxième acteur quand même du paysage, c'est la politique nationale française. On a assisté à la recherche pathétique d'un accord électoral avec un parti antinucléaire dont la seule doctrine était celle-là. Alors, on en voit les prémices dès 1997-1998 avec l'abandon des réacteurs à neutrons rapides, qui remettaient en cause la logique du système nucléaire français.
Ensuite, il y a eu évidemment Fukushima et la formidable opération médiatique autour de Fukushima, les 20 000 morts de Fukushima qui n'ont jamais existé, puisqu'on a confondu le tsunami et l'accident. Et puis l'apogée quand même, puisqu'il y a toujours une apogée, c'est quand même la campagne de 2012, avec la fermeture envisagée et annoncée de 28 réacteurs nucléaires, rien que ça, qui s'est transformé progressivement parce qu'il fallait quand même trouver une sortie par l'engagement sur la fermeture de Fessenheim, mais l'engagement de baisser à 50% la part du nucléaire dans les besoins électriques. J'ai assisté, évidemment, avec beaucoup de désespoir, à la mise au point d'une théorie absurde qui m'a été imposée à l'époque avec beaucoup d'insistance par les pouvoirs publics, qui était la théorie de la décroissance électrique. Il était de bon ton d'accepter l'idée de gré ou de force qu'il fallait considérer que la demande électrique allait baisser en France. Et que par conséquent, le nucléaire était surpuissant et qu'il fallait en diminuer la puissance. Alors, tout ça a eu comme conséquence d'abord la baisse des efforts de recherche, avec comme corollaire l'affaiblissement évidemment global du système et les difficultés de recrutement qu'on a connues, c'est-à-dire que dans ce paysage où le nucléaire était considéré comme infâme, comment voulez-vous recruter des gens compétents ? Et pour finir, on vous dit, vous n'avez pas d'avenir et vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Évidemment, c'est très attractif. Et donc, on a depuis 10 ans une panne de recrutement de gens de qualité qui va se sentir aujourd'hui quand, par un hasard extraordinaire, on veut relancer le nucléaire. Face à ce constat, si j'osais, je vous dirais, donnez donc la priorité au développement, au développement de l'hydraulique. Il y a encore des opportunités d'accélérer dans l'hydraulique en France. Pourquoi hésiter ? Pourquoi attendre ? Et puis, faisons ce qu'il faut pour sécuriser le prolongement de la durée de vie du parc nucléaire existant. Si on faisait l'un et l'autre, on pourrait progressivement redresser la barre et se donner le temps de relancer le nucléaire, parce qu'il faudra 10 à 15 ans pour relancer le nouveau nucléaire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Comment est défini le tarif de l'AREN? Comment les mécanismes d'évolution sont-ils alors imaginés? Et pourquoi est-ce que ça bloque à un moment donné? L'AREN, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque et qu'on l'appelle toujours aujourd'hui, m'a valu des combats homériques, puisque l'État voulait absolument qu'il soit fixé à 39 €. Je me suis battu sans relâche pour obtenir 42 €. J'ai essayé de défendre le bon sens, donc j'étais dans le mauvais camp. Mais le principe même de ce prix de cession était absurde. Donc on a fait la fortune de traders, pas d'industriels. On n'a pas de concurrents. Si peu. Quelques éoliennes qui sont dispersées au cas de vent et quelques champs photovoltaïques. Vous voyez d'ici l'aspect risible du sujet. Et vous voyez des campagnes de communication de ces traders qui prétendent vendre de l'énergie verte. J'ai des camarades, c'est la mienne. Où est le service public de l'électricité qui nous a tant et tant récompensés? Pourquoi l'avoir abattu? Pourquoi est-ce que c'est à l'État aujourd'hui de faire les compensations nécessaires pour que les gens à faible revenu puissent accéder à une capacité? Tout ça a été prévu. La question de fond, c'est pour qui, à quoi servent ces réglementations? Quel est le but? Alors à chaque fois on me disait oui, la libre concurrence. Mais il n'y a qu'un seul producteur, camarade. Il était clair que ça allait se traduire par un désastre. Il y a l'hydraulique quand même, qui est renouvelable, qui est une très belle énergie. Le reste du renouvelable, c'est l'expérience allemande. Ils ont investi 500 milliards d'euros dans le renouvelable. On en voit l'efficacité. Par conséquent, le renouvelable reste une énergie complexe à gérer, à qui on accorde, par principe, la priorité d'accès au réseau, mais qui n'intervient que lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il y a du soleil. C'est-à-dire, ni la nuit, évidemment, ni quand il fait très froid, parce qu'en principe, il n'y a pas de vent quand il fait très froid. Donc, le renouvelable n'est pas utile en période de pointe. La France n'est pas un pays dans lequel le renouvelable a une place considérable à prendre.
Vous avez dit que vous avez à de nombreuses reprises alerté. Est-ce que c'est-à-dire que vous avez eu des entretiens avec le ministre de l'époque pour lui expliquer que vous considériez que c'était une erreur et une faute industrielle pour EDF? Bien sûr. Très bien. Quelle a été la réponse apportée? Politique. C'est-à-dire? Je comprends. Je trouve que cette démarche, encore une fois, cette mesure était inique. Elle était destinée à casser la logique d'une entreprise comme EDF. Et je déplore qu'elle ait été acceptée par le gouvernement français, sous la pression, bien sûr, bruxello-allemande, avec les conséquences qu'on sait sur la France. L'Allemagne est consciente de ses responsabilités. L'Allemagne est consciente de ses propres enjeux et de ses propres intérêts. D'ailleurs, personne ne parle en Allemagne du couple franco-allemand. Il n'y a qu'en France qu'on parle du couple franco-allemand. Donc ça me donne le sentiment d'une femme désespérée qui s'accroche à son homme en disant « on est un couple ». Bon. Je pense qu'on n'a rien négocié contre le sacrifice d'EDF. En tout cas, je n'ai pas connaissance de contrepartie qu'on ait obtenue.